Bienvenue à tous. Je suis Yannick Bolatti, cofondateur de Fusis et je serai votre facilitateur aujourd'hui. Je vais donc vous présenter nos deux intervenants, même si je pense qu'ils sont tous les deux assez connus. Donc, alors, ça va être un petit peu compliqué pour moi parce que c'est deux Laurent, donc je risque parfois de me prendre un peu les pieds dans le tapis au niveau des interventions. Mais donc, on va commencer par Laurent Tasquin. Donc, Laurent Tasquin, il est docteur en sciences économiques et de gestion, professeur en gestion des ressources humaines à la London School of Management. Il est également professeur ou professeur invité dans un certain nombre d'universités internationales, que ce soit à Paris-Dauphine, à Montréal, en Angleterre, donc je ne vais pas toutes les citer. Il est aussi directeur d'un laboratoire qui est justement dédié au management humain, qui s'appelle le Labor H, une nouvelle forme d'organisation qui va être le cœur de notre débat. Et il est également chercheur pour une structure qui s'appelle le LORIM, et membre d'un centre interdisciplinaire de recherche sur le travail, l'État et la société. Voilà. Il est également auteur ou co-auteur plutôt de deux livres qui s'appellent Vers le management humain et Management humain, donc voilà, deux livres avec un titre assez similaire qui ont servi un peu de matériel de base à cette discussion. Avec Laurent Tasquin, ce matin, nous avons donc Laurent Ledoux, également cofondateur de Fusis, président du conseil d'administration de Fusis. Laurent est évidemment un historique dans les modes alternatifs de management importants en Belgique et un peu partout en Europe. Il a été président du ministère belge de la mobilité et du transport pendant plusieurs années. Il a avant une carrière dans des grandes organisations, donc chez BNP Fortis, où il était responsable du corporate et public banking et membre du comité exécutif. Il a été chef de cabinet dans un ministère ici, toujours en Belgique. Il a été aussi consultant en étant partenaire chez un cabinet international Arthur D. Little. Et il a été également, il a travaillé chez Médecins sans frontières en Afrique, où il s'est occupé des ressources humaines au Mozambique. Voilà. Je vais maintenant plutôt proposer un point de départ et je vais demander à Laurent Tasquin de nous définir. Donc, le thème aujourd'hui, c'est vers le management plus humain. Donc, un management plus humain, c'est quoi? Est-ce que c'est juste un repackaging de concepts qui existent déjà ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment nouveau et différent? Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer le cœur du concept? Bien sûr, merci. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Alors effectivement, l'idée du management humain, c'est une proposition et c'est une proposition d'alternative donc qui se fonde d'abord sur une critique de la gestion des ressources humaines. Et donc c'est vrai qu'à la Louvain School of Management, comme dans d'autres universités, il y a en gestion aujourd'hui un courant un peu critique et donc qui se permet de mener des recherches qui portent un peu sur les effets finalement des pratiques et des dispositifs de gestion des ressources humaines, notamment, mais du management en général. Donc en gros, s'il faut résumer pour bien comprendre que c'est un truc un peu fondé tout de même, ce management humain, eh bien, il y a une série de critiques. Je dirais qu'il y a trois critiques qui sont étayées dans un des bouquins que vous avez montré. Pour dire il faut changer de modèle, si vous voulez. Il faut une nouvelle proposition. Ces critiques sont de trois ordres. Premièrement, en fait, on a une série de faits aujourd'hui qui nous montrent que la gestion traditionnelle des ressources humaines, gérer les personnes comme des ressources, comme on fait en management, c'est le management, c'est une science de la planification, la prévision, de la mesure, et donc on a l'impression qu'en objectif et qu'en mesure, on gère bien. Voilà, il y a suffisamment de critiques qui nous montrent que en termes de mal-être au travail, qui nous montre aussi qu'il y a des alternatives qui existent aujourd'hui. Et je pense qu'on va en parler. Donc, il n'y a plus que la gestion des ressources humaines. Il y a plein de manières autres, finalement, de gérer les personnes et d'organiser le travail. Et puis, il y a tout un courant, tout de même, de recherche, d'intellectuels, de prix Nobel. Moi, j'aime me référer à Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie en 74, qui nous dit qu'il faut arrêter de mesurer pour mesurer. C'est un économiste qui nous dit ça. Amartya Sen, que vous connaissez, qui 24 ans plus tard, prix Nobel d'économie, va dire, mais au fond, il faut penser le qualitatif, c'est ça qui se passe dans les organisations, dans l'économie. Et puis, on prend des Henri Mintzberg, donc des profs de gestion dans les écoles de gestion, jusqu'à Pierre-Yves Gomez, qui nous dit, mais finalement, on assiste aujourd'hui à une financiarisation du management, après la financiarisation de l'économie, où on ne voit plus le travail, on invisibilise les travailleurs et les travailleuses,
etc. Donc, premier faisceau, Yannick, hein, j'essaye de structurer, mais c'est important. Premier faisceau, ça ne marche plus. Il y a plein d'évidences. Je crois que ça fait 60-70 pages dans un des manuels. Deuxième faisceau, ben, en fait, en 2021, la situation elle est très différente de celle qui prévalait en 1950, 60, 70, 80, 90. Or, les recettes qu'on emploie dans la gestion traditionnelle des ressources humaines, elles se basent sur des théories, alors de la motivation, mais des concepts comme la compétence, la manière de faire de la qualité, la planification, etc., qui sont apparus à un moment donné pour répondre à des enjeux qui se posaient à ce moment-là. D'accord. Et donc, c'est effectivement quand on est dans l'âge de la bureaucratie un peu caricaturale, c'est celle qu'on décrit de manière un peu stéréotypique aujourd'hui, quand on est dans l'organisation plus scientifique, très planifiée du travail, ben oui, on peut se demander pourquoi les travailleurs ne sont pas très motivés. Et donc, on a des théories qui se développent sur le sujet. Bon. Donc, une autre conviction qu'on peut aisément partager, c'est qu'en 2021, le contexte du travail, le monde du travail de l'entreprise, les travailleuses, les travailleurs ont des attentes différentes. Et donc, utiliser les recettes qui ont été développées il y a 2, 3, 4, 5, 6 décennies, c'est à certains égards, et donc là aussi c'est étayé, hein, tout ce que je vous dis, pas la meilleure chose à faire. Parce qu'il y a vraiment des choses particulières aujourd'hui qui se développent et des enjeux différents. Et dernier élément de cette critique, c'est de dire au fond, derrière la gestion des ressources humaines telle qu'elle est enseignée, derrière les manuels de gestion des ressources humaines, il y a aussi une conception de l'humain qui est véhiculée. Et le nœud du problème, il est peut-être là. C'est peut-être pour ça que ça ne marche plus et c'est peut-être pour ça que c'est plus adapté à notre contexte aujourd'hui. Et en fait, on a demandé, je peux partager les références, c'est des travaux qui sont en open source, on a demandé à des philosophes, si vous voulez, de parcourir les 6 manuels de gestion des ressources humaines les plus diffusés dans le monde anglo-saxon et les 3 manuels de GRH les plus diffusés dans le monde francophone. Et on leur a demandé de faire une analyse phénoménologique, c'est-à-dire d'essayer de repérer la conception de l'humain qui est véhiculée derrière dans ces ouvrages. Alors, pour des philosophes, il y a une douzaine de conceptions de l'humain possibles. Hein. L'humain peut être politique, rationnel, relationnel, enfin plein de choses. Eh bien, les résultats de leur travail, c'est que dans ces 9 manuels, il y a une conception de l'humain qui est véhiculée, c'est celle de la variable économique, de cette ressource qu'il faut exploiter au mieux pour contribuer à la performance économique de la firme. Et donc, on retrouve là derrière cette conception de l'humain qui est propre à l'économie néoclassique, qui est cet individu rationnel, calculateur, opportuniste, et donc qui va mesurer, enfin voilà, évaluer les situations et de manière très individuelle, prendre celle qui maximise son intérêt personnel. Et si on a cette vision-là de l'homme et de la femme, alors il faut des hiérarchies, alors il faut du contrôle, alors il faut plein de mécanismes pour éviter que cet opportunisme ne s'exprime. Donc voilà 3 critiques et qui sont assez fondamentales. Et du coup, là où on a un petit peu innové avec Anne Dietrich, ma collègue de l'Université de Lille, c'est que on a fait une proposition. C'est bon, c'est bien de critiquer, on est assez bon là-dedans, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Et on s'est dit, eh bien, proposons une autre vision de l'humain, considérant que l'homme et la femme dans les organisations sont réflexifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils capitalisent sur leurs expériences, mais qui sont capables de définir les règles du jeu, c'est-à-dire les règles au regard desquelles leur travail va être évalué. Ils sont capables de définir ensemble ce qu'est un bon travail hein, dans leur secteur, dans leur domaine, ce qu'est une bonne collaboratrice dans l'organisation, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, côté réflexif. Et puis, donc ça, c'est un pilier important. Une autre conception de l'humain, c'est pour ça qu'on va renouveler, hein, il y a cette ambition-là. Deuxième vision, c'est de se dire, le management humain, il doit produire de la reconnaissance. Et là, on se base sur les travaux d'Axel Honneth, qui nous ont aidés à promouvoir cette conception de l'humain. Je veux dire, on n'a pas sucé notre pouce. Hein. Je veux dire, on s'est basé sur des travaux de philosophes dont l'expertise est là et qui nous ont dit, mais au fond, ce qui caractérise quelque part ce qu'on pourrait attendre des êtres humains dans les organisations, bien, c'est qu'ils offrent de la reconnaissance alors qu'on sait qu'ils apprécient aussi la reconnaissance au travail. Et le troisième élément, c'est que l'objet du management humain, ce n'est pas des politiques RH, ce n'est pas des performances, ce n'est pas plein de choses, c'est le travail. C'est le travail concret, réel que nous faisons. Et c'est une expérience de travail qui est toujours triple. On fait toujours une expérience de travail objective, parce que le travail peut être effectivement mesuré au regard de son résultat, on peut avoir des descriptions de fonctions, il y a un temps de travail, il y a un espace de travail, tout ça est objectif.
mais le travail est toujours collectif. On travaille toujours avec d'autres. Il y a l'enjeu de la collaboration qui est déterminant aujourd'hui. On s'identifie à un collectif. Et puis, il y a ce travail, cette expérience subjective, parce que c'est toujours un sujet singulier qui réalise ce travail. Et donc, les questions de reconnaissance, de sens, qui sont si essentielles, si centrales aujourd'hui, eh bien, on peut les appréhender si on considère aussi ce travail dans ces 3 expériences. Voilà la proposition, Yannick, résumé vite fait. Donc, des critiques, et puis une vraie proposition pour dire, eh bien, essayons de renouveler les choses. C'est une proposition, ce n'est pas un modèle à copier-coller, c'est des balises quelque part. Est-ce que notre politique d'organisation, elle vise la reconnaissance, elle porte sur ces 3 formes de travail, et est-ce que cette conception de l'humain, eh bien, c'est bien au service de ça, fondamentalement, c'est une question anthropologique, hein, vraiment fondamentale. Et du coup, après, il y a des tas de pratiques qui vont paraître authentiques si on a cette conception de l'humain, alors qu'il y a plein d'organisations dans lesquelles on gère des ressources et on considère les personnes comme des ressources, où on peut aussi mettre du collectif, du participatif, mais on sent que l'impact, la sincérité, l'authenticité, donc finalement le résultat, la capacité de mobilisation à moyen et long terme seront sans doute plus limités. Laurent Ledoux, il y a un point que j'ai oublié de citer dans ta biographie, c'est que tu t'occupes aussi d'une association qui s'appelle Philosophie et Management depuis, je crois, 18 ans, je crois. Et donc, j'entends Laurent Tasquin citer les philosophes, et donc j'imagine que ça va te faire réagir. Oui, oui. D'abord, dire, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Laurent. Simplement, peut-être, je pourrais apporter quelques nuances ou quelques compléments. Tu as 3 critiques. Tu dis ça ne marche plus. D'accord. Moi, je dirais ça n'a jamais marché. Mais bon, on va pas. Tu dis les recettes aujourd'hui sont inadéquates parce que le contexte a changé. Ben, je dirais elles l'ont toujours été inadéquates. Simplement, ça se marque plus aujourd'hui parce que la complexité du business ou des business, des marchés est telle qu'effectivement, l'inadéquation des recettes du passé se marque plus aujourd'hui. Mais elles étaient, à mon avis, déjà inadéquates avant. Après, je suis aussi tout à fait d'accord avec toi sur le fait que la base, c'est vraiment la conception de l'humain. Et je suis d'accord sur l'autre vision de l'humain que tu proposes. Simplement, je préciserai qu'au sein de Fusis, tout en étant inspiré par des auteurs tels que ceux que tu as cités, Axel Honneth ou d'autres, il y en a 2 qui nous paraissent, ou 3 même, qui nous paraissent très intéressants et qui fondent un peu vraiment toute la démarche, pas seulement la nôtre, mais de tous ceux qui s'engagent dans ce qu'on appelle la gouvernance collaborative. Ce sont d'abord les travaux de McGregor, hein, en 1957, The Human Side of Enterprise, qui analyse en fait l'engagement au travail des collaborateurs, déjà à cette époque-là, et qui vient à proposer 2 théories. La théorie X et la théorie Y, qui ne sont autres que des conceptions de l'humain au travail. La théorie X, qu'il considère être prévalente chez la plupart des managers, à l'époque, mais c'est à mon avis malheureusement encore le cas aujourd'hui pour beaucoup, c'est que l'être humain fondamentalement est fainéant. Et donc, le rôle du manager, c'est qu'il doit manipuler habilement la carotte et le bâton pour faire avancer les collaborateurs dans le bon sens. Je caricature un peu, mais on pourrait dire que la théorie X, c'est celle-là. Il dit, bah, ça marche, mais pas terrible. En gros, c'est ce que tu dis, ça. Hein, les recettes ne sont pas vraiment adéquates. Et puis, il dit, il y a une autre vision de l'être humain qu'il appelle théorie Y, qui est la suivante. C'est que l'être humain, naturellement, veut bien faire, veut s'engager dans son travail, pour autant que les circonstances de travail soient adéquates. Et ce qu'il montre alors, c'est que il y a plusieurs façons de découvrir ce que sont ces circonstances adéquates. Et c'est là qu'interviennent 2 autres psychologues importants, me semble-t-il, qui sont Deci et Ryan, qui en 1985 publient Self-Determination Theory, et dans lequel ils montrent de façon très résumée la chose suivante, c'est que les gens qui se disent trouver du plaisir et du sens au travail, être avant tout motivés par ce plaisir et par ce sens, ont plus de chances de se sentir bien physiologiquement et psychologiquement. Donc, ils sont mieux dans leur tête, ils sont mieux dans leur corps, en gros. Et ça se marque vraiment par des études auprès de millions de personnes. La question maintenant, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui fait que les gens trouvent plus ou moins facilement du plaisir et ou du sens au travail? Et c'est là qu'ils viennent avec 3 besoins fondamentaux qui leur paraissent être universels, c'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quel âge, de n'importe quelle classe sociale
à ces besoins. Ils ne prétendent évidemment pas que ce sont les uniques besoins que nous ayons, mais en tout cas, ils disent que ceux-là sont les meilleurs, entre guillemets, les plus prédictifs de la probabilité que les gens trouvent du plaisir et du sens au travail. Et quels sont ces besoins? Là, on va rejoindre ce que tu as dit, mais peut-être formulé légèrement différemment. Le premier, c'est effectivement celui de l'inclusion, relatedness en anglais, et c'est tout ce que tu as dit sur le besoin de reconnaissance, de se sentir vraiment faire partie d'une équipe, que l'avis que l'on donne sur les modalités de son travail soit prise en compte, qu'on ne soit pas juste un numéro, etc., etc. Donc ça, je pense que sur l'aspect reconnaissance, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Deuxièmement, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, ce n'est pas je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. C'est je peux prendre des initiatives de façon à contribuer aux objectifs de l'organisation et ce, dans un cadre que j'ai contribué à définir. Et c'était ton premier point, c'était effectivement cette capacité réflexive de contribution à l'organisation de son travail. C'est ce qu'on peut appeler l'autonomie. Nous en avons tous besoin. Et troisièmement, là, tu ne l'as pas évoqué, que Deci et Ryan mettent en avant, c'est le besoin de sentir qu'à travers son travail, on grandit en tant que personne et pas simplement en tant que facteur de production. Voilà. Et ce qu'ils nous disent, c'est voilà, si on favorise la satisfaction de ces trois besoins, on augmente la probabilité que les gens trouvent du plaisir et ou du sens dans leur travail. Je ne sais pas comment toi, tu vois cette complémentarité ou ces éléments, Laurent. Écoute, écoute, par rapport à ce que tu dis au départ, en disant, au fond, ça n'a peut-être jamais marché, cette gestion des ressources humaines. Je suis d'accord avec nos yeux à nous aujourd'hui, si tu veux. Tu vois, oui. Ouais, je pense que pour les responsables d'entreprise, y compris les quelques chercheurs en sciences des organisations à l'époque, et surtout en psychologie, parce que les théories de la motivation, les premières sur ces besoins, les Maslow, Herzberg, etc., pour eux, c'était la solution aux problèmes qui se posaient à l'époque. Maintenant, évidemment, avec le recul, on se rend bien compte que ça a suscité d'autres problèmes. Et tant mieux, parce que c'est grâce à ça qu'on a mené des recherches, qu'on a ouvert un petit peu notre compréhension du monde et réinvesti le niveau de l'organisation. Et c'est ça que moi je trouve assez fabuleux, et peut-être ces 20 dernières années, c'est que le management, les sciences de l'organisation sont développées. Et donc là, tu me vois arriver, c'est là où par rapport à Deci et Ryan, bon, si tu veux, pour nous, on fait une critique dans le management humain avec Andy Trich dans ce bouquin en disant, au fond, ces théories de la motivation, elles sont particulièrement datées, et le problème, c'est quoi? Alors, en gros, il y a des grosses limites à ces approches. Deci et Ryan en est un des plus contemporains. C'est vrai que ça démarre dans les années, en fait, avant la guerre, mais finalement, dans les années, on peut dire 50, 60, 70, avec des auteurs qu'on connaît bien, Maslow, Herzberg, Ackman, Oldham, enfin tout ça, McClelland, Burnham. Et l'idée, c'est quoi? C'est que la critique qu'on peut faire, c'est justement peut-être ce côté très universel. Se dire, au fond, tous les êtres humains partout dans le monde ont les mêmes besoins. C'est l'idée, ce qu'on reproche aussi, c'est le côté très culturel de ces théories, c'est-à-dire c'est hyper anglo-saxon, on retrouve derrière cette centralité de l'individu et de l'individualisme, c'est l'individu qui est la clé de tout, c'est l'individu qui est rationnel, qui calcule, qui par rapport à des situations va quelque part... donc c'est le côté cognitiviste de ces théories, interpréter une série d'informations, adopter le comportement, mais son comportement, lui, individuel, qui juge le plus pertinent. Et donc il y a une série de critiques qu'on peut faire nous par rapport à ça en disant, mais au fond, où sont les conflits? Où sont les conflits sociaux? Où est le groupe? Où est le collectif? Où est l'organisation dans une approche très causale finalement? S'il y a ceci, c'est-à-dire si ces besoins sont assouvis, on est heureux, si pas, on ne l'est pas. Donc, les critiques qui sont faites, ce n'est pas nous, je veux dire, les critiques qui sont faites par énormément de théoriciens, de praticiens aussi, c'est le côté un peu incomplet sans doute de ça, alors qu'on sait qu'en fait nos choix sont toujours contraints. Et heureusement, en fait, nos choix sont toujours contraints. Et c'est pas, tu dis pas l'inverse, hein, Laurent, mais donc pour moi, c'est super important parce que c'est-à-dire que le management a une capacité d'action sur les comportements individuels, mais que le management doit aussi prendre en compte des comportements qui sont plus collectifs et se saisir de ce qui fait sens
hein, au-delà, je dirais, d'une perspective où on veut assouvir des besoins. Voilà, c'est un peu la critique, si tu veux, presque épistémologique. En fait, c'est quasi épistémologique, la critique. C'est la conception de l'humain, la place de l'individu, pas de l'humain, de l'individu dans les théories des organisations. Voilà comment je peux réagir comme ça. Moi, j'ai envie de vous interjecter parce que je sens il y a une critique en disant voilà, c'est une vision peut-être anglo-saxonne du monde. Est-ce qu'il y a une vision plus européenne ou différente? Enfin, quel est l'ancrage culturel qui ferait que ton approche, Laurent Tasquin, serait différente de celle de DCRN? Ben, la reconnaissance, typiquement, les théories de la reconnaissance qu'on mobilise, elles sont assez différentes parce que épistémologiquement, elles viennent d'autres disciplines que du comportement organisationnel ou de la psychologie, sans qu'il y ait de critique disciplinaire ici. Hein, mais ça veut dire que en fait, c'est un contrebalancier. Axel Honneth, c'est la philosophie, tu vois, le scope, c'est des théories, des visions qui sont assez holistiques, comme on dit, hein, qui pensent la société, les interactions dans la société. On a des auteurs qui, en sciences de l'organisation, ont traduit un petit peu ces perspectives. On va aller vers de la psychosociologie avec des gens comme Christophe Dejour, toute une psychodynamique du travail, des ergonomes. Donc, en fait, à chaque fois, une vision peut-être un peu plus qui complète. En fait, je ne pense pas qu'il faille dire, et c'est ce qu'on essaie de faire, il ne faut pas dire, mais ça, il faut jeter à la poubelle, ça ne vaut rien, et en fait, voilà ce qu'il faut promouvoir. En fait, il faut compléter. Hein. Je pense qu'il y a une vision fort centrée sur l'individu, et qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, en fait, ce dont on parle en filigrane depuis 5-10 ans, mais c'est de retrouver des solidarités au travail. C'est de retrouver, on parle de bienveillance, de bien commun, de bien-être dans une certaine mesure, mais il peut être individuel celui-là. Mais en fait, c'est cette communauté de travail dont on manque cruellement depuis un an maintenant, qui montre, enfin, c'est ça le niveau qu'il faut investir, si vous voulez, je pense, du point de vue du management, mais on ne peut pas investir ce niveau en partant juste de l'individu et avec cette conception de l'individu rationnel, en essayant de donner, dans la logique de ces théories, plutôt de la motivation, on est stimulus-réponse. On est un petit peu au-delà de ça. Et donc, pour répondre très clairement à ta question, on va trouver en philosophie, en sociologie, en psychosociologie, des référents qui vont porter plus sur le groupe, l'identification, l'identité. En fait, les questions d'identité professionnelle, d'identité sociale, voire organisationnelle, je pense, sont essentielles pour combler, pour répondre à ces questions du sens et de la reconnaissance. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de DRH et de dirigeants d'entreprise qui nous écoutent. Donc maintenant, on a défini une espèce de corpus de base, mais concrètement, qu'est-ce que je fais si je suis un DRH ou un leader dans une organisation? Fondamentalement, on est d'accord, Laurent, que si on interprète Deci et Ryan en des termes purement individualistes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, ce n'est pas ce que nous faisons chez Fusis, et ce n'est pas, j'ai l'impression, ce que font des auteurs comme Lalou quand ils s'appuient implicitement ou non sur Deci et Ryan, puisque précisément la gouvernance collaborative, elle ne dit pas que les gens, il suffit de leur donner, entre guillemets, ce dont ils auraient besoin, et puis individuellement, ils vont tous bien fonctionner. Non, ce qu'on dit au contraire, c'est que c'est précisément en mettant en place une façon de travailler ensemble qui va favoriser la satisfaction de ces besoins, qu'on va à la fois veiller à ce que les gens trouvent du plaisir et du sens au travail, et veiller à ce que cette organisation fonctionne bien. Donc, peut-être que d'un point de vue académique, ta critique de Deci et Ryan est correcte, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Je peux simplement confirmer que nous sommes d'accord sur le fait qu'évidemment, il ne faudrait pas l'interpréter de manière individualiste et l'appliquer de manière individualiste. C'est en tout cas pas ce que nous faisons. Voilà. Et donc, très pratiquement, alors effectivement, ce que nous faisons, nous, concrètement, chez Fusis, c'est d'essayer, en partant de ces principes, mais de voir comment on peut mettre en place dans une organisation des pratiques, des changements de posture, à la fois des managers ou des non-managers, des processus, toute une dynamique de gouvernance qui va effectivement être compatible avec la satisfaction de ses besoins. Et Laurent Tasquin, toi, qu'est-ce que tu vois concrètement comme piste pour un DRH ou un leader aujourd'hui? Comment il peut essayer de se diriger vers ce management plus humain concrètement?
Écoute, moi je pense que ce que cette proposition ici offre, c'est justement une grille de lecture. Hein, et c'est peut-être l'aspect un peu diagnostique. C'est de se dire, au fond, osons nous poser des questions qu'on ne se pose pas. Hein, et c'est cette question anthropologique. Je connais très peu. Alors, ça commence à venir. Hein, il y a des exemples très chouettes et je suis très heureux. Il y a des entreprises qui disent, voilà, on s'inscrit dans une démarche, management humain, etc. Mais la première question, elle est anthropologique. Mais comment est-ce que je considère, comment je veux considérer les personnes qui travaillent dans mon organisation? Si on ne se pose pas cette question-là, et c'est peut-être donc, je suis d'accord, Laurent, avec ce que tu dis hein, sur l'utilisation de Sirayan. Ce qui compte, c'est l'utilisation qu'on en fait. Qu'est-ce que ça peut inspirer? La critique ici, académique et au-delà, c'est de se dire si on rentre juste par l'individu, en fait, on s'empêche de se poser la question anthropologique, de se dire, mais au fond, mais quels individus? Tu vois? Et bon, c'est juste ça le point. Et donc, posons-nous ces questions-là. Mais pour nous, travailleurs dans mon entreprise, bah, comment je veux considérer mes travailleurs? Si on ne se pose pas cette question-là, implicitement, alors on est sur la ressource, quoi. On va mettre en place des tas de dispositifs qu'on va aller emprunter à gauche, à droite, et d'ailleurs, c'est ceux qui sont enseignés. Dans tous ces manuels dont je vous parlais, c'est la même table des matières, c'est les mêmes recettes, c'est les mêmes modèles. Et donc, on va faire toujours un petit peu la même chose et on ne va pas vraiment savoir au service de quoi. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, où j'entends partout, moi, il faut mettre l'humain au centre, le facteur humain, c'est important, l'humanisme, l'humanité, eh bien, la moindre des choses, c'est de commencer par ce questionnement. Ce n'est pas évident. Ensuite, très concrètement, c'est screener ses pratiques et ses politiques. Je prends ma pratique d'évaluation des performances. Eh bien, est-ce qu'elle produit de la reconnaissance? C'est quoi la reconnaissance? Il faut reconnaître le résultat, mais ça, c'est un petit bout, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est l'effort, la pratique et donc effectivement l'expertise. Et puis, c'est la reconnaissance existentielle, c'est moi en tant que personne. Et ça ressort beaucoup. Les personnes qui vivent plus ou moins bien la période qu'on traverse depuis un an sont celles qui reçoivent quand même des signes de reconnaissance existentielle. Moi, en tant que personne, j'existe. Dans un contexte de digitalisation et de robotisation, on n'a jamais autant exigé, nous, en tant qu'êtres humains, d'être traités comme des êtres humains, hein, et pas comme des ressources et des machins. Donc, screener ça, est-ce que cette politique, elle vise bien cette reconnaissance dans toutes ses dimensions, pas seulement une? Et ensuite, est-ce que ma pratique ou ma politique d'évaluation, j'ai pris celle-là, est-ce qu'elle porte bien sur ces trois dimensions du travail? Objectif, collectif, subjectif. Souvent, si on est dans l'approche ressources, hein, héritée du passé, mais qu'on ne va pas jeter complètement au bac, il y a une ingénierie chouette et performante qui a été développée, mais aujourd'hui, c'est plus suffisant et c'est trop. Et certaines organisations reviennent en arrière, d'ailleurs. Hein. On a beaucoup d'organisations qui allègent leurs critères, leurs critères de performance, les indicateurs, les machins. Hein. Donc, s'il y a une atrophie du quantitatif, de l'objectif, ou d'ailleurs du collectif ou du subjectif, c'est pas à l'équipe, ça va pas marcher. Donc, cette proposition, concrètement, elle permet d'évaluer un petit peu l'existant et de comprendre là où il faudrait remettre un petit peu le curseur différemment. Mais pour que ce soit pertinent et sincère et authentique, si vous voulez, il faut qu'on soit posé cette question anthropologique en amont. Et qui se la pose de nouveau? Là, j'avoue que pour le moment, on est beaucoup sur de l'académique, pour être tout à fait franc. Et je trouve que c'est une base très forte. Mais moi, je serais DRH ou je serais responsable d'une organisation. J'ai encore du mal à voir comment je passe à l'action. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Comment je passe à l'action? Quel changement, quelle transformation je lance? Est-ce que c'est quelque chose que un dirigeant d'entreprise doit prendre en main et dire voilà, moi je vois la vision et je vais faire quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus distribué dans l'organisation? J'ai encore du mal à voir concrètement comment je peux faire ça en tant que transformation de l'organisation. Mais prenons une pratique concrète. Passons-la au crible, finalité, reconnaissance sur ces différentes dimensions. Est-ce qu'on porte bien sur les différentes dimensions du travail? Ça, je pense, c'est un travail. Alors, tu posais la question, tu me dis, il y a beaucoup de DRH qui participent au webinaire aujourd'hui. Donc, voilà, j'avais pris cet exemple parce que je pense que c'est des exemples à des responsables RH. Maintenant, il ne faut pas le faire pratique par pratique. Ça veut dire que c'est un diagnostic, c'est une sorte de cartographie ici de l'ensemble des choses. Mais c'est là où, effectivement, Laurent va pouvoir, je pense, intervenir sur la cohérence qu'il faut donner. On ne peut pas le faire localement. Hein. Je pense qu'il y a une cohérence à donner. Et là, ça touche à des questions de gouvernance, voire de gouvernement, en fait. Moi, je veux bien parler de gouvernement, des personnes et des organisations. Je pense que pour pouvoir répondre à cette question, ce serait bien qu'on parte de certaines questions qui ont été posées dans le chat, parce que je trouve qu'elles sont tout à fait pertinentes. Tout d'abord, il y a Fabienne qui nous demande oui, mais le management ou l'approche collaborative, elle peut aussi créer des inconforts. Comment y répondre?
D'abord, c'est de le reconnaître, et c'est comme un peu ce que vient de dire Laurent Tasquin, c'est-à-dire qu'il faut oser se questionner en permanence, questionner ses pratiques, les screener, les analyser, etc. Et en tout cas, se rendre compte que, quelle que soit la forme de collaboration, qu'elle soit plus, entre guillemets, hiérarchique ou qu'elle soit réellement collaborative, il y aura toujours des inconforts, il y aura toujours des frictions entre les personnes, quelles que soient les modalités de fonctionnement. Donc, le rêve que tout fonctionne bien et que dans le meilleur des mondes, ça n'existe pas. Ce qui peut exister, selon moi, ce sont des mécanismes qui veillent à ce qu'on résolve le plus facilement possible, le plus rapidement possible, les tensions qui surviennent et de façon, entre guillemets, la moins violente possible. Et à nouveau, là, les pratiques qu'on appelle de gouvernance collaborative, eh bien, elles partent en tout cas de l'idée qu'il y a en permanence des tensions entre, non seulement entre les personnes, mais aussi entre les rôles qu'ils ou elles occupent. Et qu'on va donc équiper le mieux possible l'ensemble des collaborateurs eh bien, d'outils, entre guillemets, mais ces outils, ça peut être des formations, par exemple, à la communication non violente, pour pouvoir résoudre ces tensions. Donc, à nouveau, il n'y a pas de système qui, par magie, ferait que tout baigne. Il y a des êtres humains avec leurs différences, leurs aspérités, leurs manquements, leurs forces, leurs faiblesses. Et il y a effectivement des modes de gestion collective, enfin, de travail ensemble, qui facilite plus ou moins la satisfaction de certains besoins fondamentaux. De nouveau, je pense que tu as dit, Laurent, que les besoins qu'évoquait Deci Ryan, donc autonomie, inclusion, développement personnel, sont, entre guillemets, fort occidentaux. Hein, enfin, ce qui se passe aujourd'hui, tel que je le sais, c'est que des universitaires dans 42 pays du monde qui ne sont pas seulement occidentaux font des études sur base de Deci Ryan et confirment en fait la validité de leurs propositions. Donc je pense qu'on peut quand même dire que, enfin, c'est une croyance de ma part, mais que travailler sur ces trois grands besoins, c'est fondamental. Ça n'empêche pas à nouveau, par exemple, que la sécurité soit un besoin. Et là, on peut peut-être voir un petit biais occidental malgré tout, c'est de se dire, oui, mais cette sécurité, elle va être d'autant plus satisfaite que précisément le développement personnel, l'autonomie et l'inclusion sont eux-mêmes satisfaits. Donc, c'est peut-être, je vais dire, un besoin, non pas de second ordre, mais peut-être qui vient en aval des trois premiers. Voilà. Ça, peut-être que ça pourrait être une façon. Et donc, voilà, moi, je pense que pour répondre à la question de Fabienne, c'est vraiment important de dire non, il y a des inconforts dans tous les systèmes. La question, c'est de savoir si le système permet de les résoudre de façon à la fois efficace, c'est ton côté objectif, à la fois collective, c'est-à-dire que tout le monde sent que la tension a été résolue de manière satisfaisante pour le groupe, et puis subjectif, c'est vraiment que chaque personne en son fort intérieur sent que ça a pu contribuer à améliorer les choses à la fois pour le groupe et pour elle-même. Voilà, c'était la question de Fabienne, et puis il y en a d'autres, je pense. Oui, il y en a d'autres, en effet, et notamment, il y en a une de Roselyne qui va peut-être ouvrir un sujet que Laurent Tasquin a évoqué. À un moment, il disait, alors je ne sais plus exactement le terme que tu as utilisé, politique ou la société au sens large. Quid du pouvoir des conseils d'administration et de l'actionnariat et le rôle en tout ça? Est-ce que ça veut dire que ça reste un conflit avec et comment tu règles l'alignement des intérêts entre différents types de parties prenantes et différents types de pouvoirs? Alors, plein de choses, parce que bon, on est en dialogue, etc. Et alors, comme on est sur ces questions-là, donc, il y avait d'abord cette question, la collaboration qui amène aussi des frictions. Évidemment, hein, moi je rejoins ce que Laurent dit, mais en provoquant un petit peu, en fait, la collaboration, ce n'est pas une option. Hein. La collaboration, il faut l'organiser, il faut la gérer. C'est ce qui fait une entreprise. Vous voyez, c'est une communauté de travail. C'est une communauté. Adam Smith, il y a 250 ans, ne disait pas autre chose finalement. Hein. Il dit au fond, la productivité. Alors, lui, il parlait de performance, mais la performance d'une entreprise, cette performance collective est supérieure à la somme des performances individuelles.
on peut regarder ça au regard de la performance, on peut regarder ça au regard de plein de choses. En fait, ce qui fait une organisation, c'est cette communauté de travail, et donc c'est la qualité de la collaboration, qui est vraiment mise à mal depuis un an. Hein, donc, il faut se rendre compte de ça. Hein. Et donc, soit effectivement, et c'est pas pour rien, vous voyez réémerger parfois de manière très mal traitée d'ailleurs, hein, très mal amenée, mais les questions de la fin du salariat, du développement du travail indépendant, etc. Parce qu'on se rend compte que le rapport au travail dans une situation de distance est en train de se détricoter, devenir beaucoup plus transactionnel et beaucoup plus qu'est-ce qu'on me demande de faire, je délivre et puis point barre. Et donc, ce qui fait cette communauté de travail est en train de s'appauvrir. Et donc, je vais juste dire, on a besoin de plus de management pour recréer, pour conforter cette collaboration qui crée bien sûr des frictions quand on est dans des questions de gouvernance. Mais ce n'est pas une option. On a besoin de plus de management et plus de management humain et reconnaître ce métier aussi comme une expertise à part entière, etc. etc. Sur le débat académique de Sir Ryan, etc., Laurent, on va s'arrêter, mais on peut prendre les choses sur le point de vue des besoins et se dire oui, ce sont des besoins fondamentaux et Pink et d'autres nous disent ça dans les théories de la motivation classiques. Oui. Moi, je préfère prendre la question du point de vue de la responsabilité du management et dire c'est la responsabilité du management de s'intéresser, alors de construire des pratiques qui contribuent à la reconnaissance et de s'intéresser au travail concret des personnes pour être vraiment sur du concret, hein, puisqu'on reproche, et je le comprends hein, parfois aux académiques d'être dans leur truc, mais en fait, la profession du management humain qui est de se dire mais il faut se centrer sur le travail réel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire reconnecter le management, y compris les RH, comme on dit, le top management, etc., à ce qui fait en premier le sens pour les personnes au travail. Et le sens, c'est le travail réel, vivant, c'est ce que je fais, je me donne dans mon travail, je donne et parfois j'ai l'impression de ne pas recevoir assez, et ça peut créer aussi dans des dynamiques de dons des écueils. Alors pour en venir ensuite et donc ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être des besoins individuels, mais je pense qu'en fait le choix à faire, c'est de se dire c'est ma responsabilité managériale. Hein, c'est tout à fait complémentaire. Et puis les questions du pouvoir, oui, alors dans une situation idéale, et les projets que je connais qui fonctionnent le mieux, c'est une réflexion anthropologique, par exemple. C'est une réflexion sur les finalités, sur le sens, qui vient dans un conseil d'administration ou souvent d'ailleurs d'abord dans un conseil de direction, mais qui peut être insufflé par un conseil d'administration. Et à partir du moment où ça vient du top-top, ça veut dire que les discussions qui vont avoir lieu là, elles vont à coup sûr avoir un impact. Avec tout ce que ça va entraîner en termes d'appropriation, de temps, de partage, de co-construction quelque part, hein, parce que sinon, parfois on se retrouve un peu dans les dilemmes de la chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne peut pas venir non plus du terrain. Il y a des organisations, c'est peut-être moins confortable à certains égards, mais des organisations dans lesquelles effectivement des directions, je pense d'ailleurs, c'est l'expérience de Laurent aussi à un moment donné, c'était dans certains départements dont tu avais la responsabilité, mais ça se voit ailleurs, et parfois avec l'appui insoupçonné des responsables syndicaux, hein, ça peut arriver à certains moments, dire mais en fait, évidemment, hein, les questions de confiance, etc., c'est ça qu'il faut faire, et voilà. Donc je dirais ça pour répondre à cette question-là. Bien sûr, il y a des jeux de pouvoir. Quand ça démarre au top et que c'est bien réfléchi, on est peut-être dans des conditions un peu plus confortables, mais il n'y a pas que cette configuration-là qui marche. Oui, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu as dit, Laurent. Il y a aussi des questions qui sont venues entre-temps. Je vais essayer d'aller très vite par rapport à différents points. Pour revenir à la question de par où est-ce qu'on commence, effectivement, là, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait une réflexion au top sur effectivement la question de ce qu'est l'humain, comment chacun le voit au top. Je pense que ça, c'est fondamental. La difficulté, c'est effectivement d'inviter le top management à avoir cette réflexion, parce qu'ils considèrent malheureusement pour beaucoup que ce n'est pas suffisamment pratique, que c'est de la philosophie en chambre et qu'entre-temps, ils doivent faire tourner la boutique, etc. Mais je pense que d'un point de vue purement d'efficacité, s'ils prenaient un peu de temps à réfléchir sérieusement sur cette question-là de comment ils voient l'humain au sein du comité de direction, ça pourrait amener des changements fondamentaux. Mais bon, il faut encore arriver à le faire. Les syndicats, je suis tout à fait d'accord avec toi, les syndicats peuvent jouer un rôle fondamental d'appui à cette réflexion. Malheureusement,
tout comme certains patrons, certains syndicalistes sont aussi un peu sclérosés dans leur vision de l'être humain et leur vision parfois un peu binaire des choses. Et ils peuvent, par exemple, je l'ai vécu moi-même, pas concevoir qu'un responsable, qu'un manager s'engage réellement dans la dynamique de changer le travail en interne. Ils ne peuvent pas y croire, si ce n'est que pour le but d'encore mieux presser le citron, comme ils disent. Bon. Ça, il faut les aider à voir les choses autrement. Ce qui peut y aider, ça je l'ai vécu aussi, c'est l'authenticité même de la démarche du ou des managers. Si certains syndicalistes perçoivent cette authenticité, alors ils peuvent être prêts à rentrer dans un dialogue. Après, certains, je pense que c'est clair, qui demandent, bah oui, mais qu'est-ce qui pourrait être un petit quick win? Bon, bah, malheureusement, il n'y a pas vraiment de petit quick win, à mon avis. Cela dit, pour quand même essayer de trouver quelque chose, je pense que, par exemple, tester certaines pratiques collaboratives dans une organisation, y compris au comité de direction, pourrait laisser entrevoir en quoi une dynamique réellement collaborative. Parce que tu l'as dit, oui, c'est toujours de la collaboration, mais la question c'est, est-ce que c'est une collaboration réelle entre personnes qui se considèrent comme intrinsèquement égales, ou est-ce que c'est une collaboration entre des exécutants et des chefs qui les contrôlent? Ça change totalement, c'est toujours de la collaboration, mais ce n'est pas la même. Eh bien, là, ce qu'on peut tester, par exemple, et ça ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est par exemple de tester une pratique de décision au consentement ou une pratique d'élection sans candidat pour des décisions qui doivent être prises, par exemple, au comité de direction ou dans des équipes. Tester cela, ça permet de voir vraiment la force du collaboratif quand chacun se sent respecté et considéré comme intrinsèquement égal. Ça, ce genre de choses sont des petites choses mais qui peuvent introduire des changements plus importants et alors être accompagnés par un changement réel de gouvernance qui aille vers une remise en cause, non pas du management, mais de la façon dont les rôles de management sont distribués dans l'organisation. Car s'il y a bien quelque chose de commun, à mon avis, à l'ensemble des démarches dites de gouvernance collaborative, c'est d'une part de remplacer la hiérarchie de personnes par une hiérarchie de buts comme mécanisme d'alignement des initiatives de chaque personne et de chaque équipe. Premier point. Et deuxièmement, c'est de distribuer le leadership, distribuer les rôles managériaux à différentes personnes de manière à ce que tout le monde puisse se sentir, entre guillemets, capable d'initiative dans son ou ses rôles. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Et donc, je regarde aussi, moi, là, ce qui est dans les différents chats, une question qui revient souvent sous plusieurs formes, et vous l'avez un petit peu évoqué, mais peut-être pas jusqu'au bout. Alors, il y a le télétravail, mais l'impact de la crise du Covid que l'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un monde d'après? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qui change là? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions? Je pense qu'il y a des choses. En fait, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que ce qui se passe, enfin, c'est très vaste, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que demain, la distance se fera plus partie. Alors, la distance d'un collectif de travail, physiquement, si vous voulez, sera sans doute plus forte. Mais toutes les recherches qu'on voit et les enquêtes qui sont menées aujourd'hui nous disent, bah oui, demain, on voudrait télétravailler plus, parce que franchement, en termes de qualité de vie, donc choix individuel, j'économise du trajet, je peux concilier certaines activités, je m'organise, bon, etc. J'ai un gain. Mais en fait, le télétravail demain sera très différent du télétravail d'hier, parce que le télétravail d'hier, oui, toutes les études qu'on ressort maintenant malhabilement en disant, mais en fait, le télétravail, c'est bon pour la productivité, c'est bon pour le bien-être, c'est bon pour machin, c'était un télétravail qui était dans une configuration un jour par semaine. Et donc, où j'avais une journée relativement isolée, et c'était un isolement choisi. Et donc, je pouvais rester chez moi et me concentrer et faire un travail. Et donc, moi, je me rappelle, depuis 20 ans, et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent, d'ailleurs, en 2004, je pense, depuis 20 ans, j'étudie ces questions de télétravail. Et donc, on parlait toujours de win-win. Il y a le win pour l'employé et le win pour l'employeur. En fait, dans ce qui se dessine demain, on voit le win côté individu. Moi, j'ai parlé des déplacements, des machins.
Mais en fait, le win côté qualité du travail, on n'en est pas certain parce qu'on va dupliquer une journée de travail à distance avec son lot de dérangements, d'interruptions, de réunions, de machins, etc. On voit les effets que ça donne pour l'instant en termes d'hyperconnexion, de fatigue, etc. Et donc, en fait, il y a une qualité là sur le travail. Donc, il y a un gros point d'interrogation. On ne sait pas comment ça va aller. Mais ce qui est sûr, ce que je voulais dire, en fait, c'est que ça questionne et ça met en avant la communauté de travail. Et on voit qu'à la fois les personnes se disent, oui, moi individuellement, j'ai envie de plus pouvoir télétravailler pour des questions de confort, mais j'ai quand même envie de retrouver mieux ma communauté de travail. Et donc, je pense que demain, on va réinvestir, réorganiser, et ça va demander plus de management humain. Hein. C'est une question de management humain. On va réinvestir, réorganiser les collectifs, la communauté de travail dont on a besoin, dont on doit prendre soin, et on va retrouver ces questions de bienveillance, de bien commun, etc. Et donc, avec de la présence pour certains types d'activités, mais qu'on va vraiment mieux penser, mieux organiser. Là où avant, si vous voulez, le collectif, c'était un peu le point de départ, par défaut. Et puis, on a organisé à la distance, on a fait des politiques de télétravail, de machin, etc. Mais ce qui est en jeu, c'est ça, c'est la soutenabilité, la durabilité, si vous voulez, des communautés de travail qui fondent beaucoup de choses au-delà du salariat. Voilà, ça c'est un point, si vous voulez, pour réagir. Après, par rapport à ce que Laurent disait, effectivement, je pense que se poser la question de la conception de l'humain, ce n'est pas évident. Et effectivement, on est en management. Moi, je suis prof en management dans une école de gestion. Et donc, je sais que le premier réflexe que nous avons en tant que gestionnaire, c'est de dire, OK, mais concrètement, je mets quoi en place? Quelle pratique? Je veux une pratique. Qu'est-ce que je fais? Hein. Bon, voilà, c'est ce qui nous empêche de profiter pleinement de tout le potentiel de transformation de ces innovations managériales. Et donc, quand le management par objectif est apparu dans les années 1960, il y avait trois principes. Hein. C'était fixer les objectifs a priori, contrôler a posteriori, mais le plus important au milieu, c'était une vision de l'humain. C'était de donner toute l'autonomie nécessaire aux personnes pour qu'elles puissent réaliser ces objectifs. Toute l'autonomie pour trouver des nouvelles façons de faire, aller chercher à gauche, à droite, se poser des questions. Dans 95% des entreprises, on dit qu'on fait du MBO, on fait 1 et 3, si vous voulez. On a oublié le 2 parce qu'on s'est dit quelle pratique on met en place. Ah, talent review, annual review, machin, machin. Gestion de la qualité totale, années 80-90, même chose. On a une vision de l'humain fantastique. Plus d'hierarchie, les gars. Tout le monde peut contribuer à l'amélioration des processus de qualité. On peut mettre tout le monde dans des cercles de qualité et on a retrouvé ça dans beaucoup de méthodes collaboratives. Qu'est-ce qu'on a gardé? Les outils. Et aujourd'hui, il y a l'un ou l'autre responsable, une ou l'autre responsable qualité dans les entreprises. Et on fait check-check sur les trucs ISO. Et on est au même endroit, si vous voulez, avec ces new ways of working, ces modes d'organisation collaborative, ces questions de collaboration, etc. Et voilà, et le piège, c'est nouveau de se satisfaire du duplicable et de la pratique. Voilà. Mais c'est beaucoup c'est moins confortable, évidemment, de se poser ces questions plus fondamentales. Mais on en est là aujourd'hui. Je pense que j'ai la chance d'enseigner à des jeunes, alors on a malchance de le faire à distance pour l'instant, mais les questions de sens, de bien, mais moi on revient dans une période morale aujourd'hui, les questions du bien, qu'est-ce qui est bien, bien-être, bienveillance, bien commun, tout ça, qui touchent à ces questions de sens et de reconnaissance, elles sont vraiment centrales. Et donc il faut prendre ce risque aujourd'hui, je pense. Laurent, également, peut-être, il nous reste aussi 3-4 minutes. Donc, oui, alors très rapidement, très rapide. D'abord, je bois du petit lait en écoutant Laurent parce que tout ce que j'ai fait pendant 20 ans à travers philosophie et management confirme ce que tu dis, Laurent. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple d'un chef d'entreprise qui participe à nos séminaires de philosophie et management et qui me disait, tu sais, en fait, je n'ai pas appris une seule nouvelle technique à travers aucun quick win dans toutes ces sessions auxquelles j'ai participé. Et pourtant, ça a changé fondamentalement ma manière de gérer parce que, en fait, ma manière de regarder le monde a changé. Et je pense que c'est cela. Et tu as tout à fait raison de dire que le Lean, par exemple, qui avait une dynamique très collaborative au début, a été vidé de sa substance parce que ça a été utilisé comme un outil de cost-cutting. Et donc, on pourrait argumenter qu'effectivement, tout le mouvement de gouvernance collaborative qui prend de l'essor aujourd'hui soit aussi réduit à des mécanismes et n'implique pas, ne s'accompagne pas d'un changement réel de vision de l'humain. Ça, je pense que s'il y a une chose qu'on devrait retenir de notre conversation, c'est que c'est le point central, mais qu'il est évidemment le plus difficile aussi. Et donc, il faudra toujours remettre
quelle est la vision de l'être humain derrière? Alors, concernant la crise que nous vivons aujourd'hui, effectivement, c'est une crise et donc c'est à la fois un danger et une opportunité de revoir en profondeur nos manières de fonctionner ensemble. Et nous le voyons, nous, chez Fusis, c'est que, en fait, depuis la crise, il y a une recrudescence de demandes par rapport à OK, comment est-ce qu'on s'organise à distance ensemble et pas simplement au travers de petits outils faciles, mais comment est-ce qu'on fait pour redonner du sens à notre travail commun malgré la distance, etc. Et là, je pense que ça va peut-être nous permettre quand même de sortir de la dynamique hiérarchique classique, puisque les chefs ne peuvent plus contrôler de la même façon leurs collaborateurs sur place, etc. Et donc rentrer dans des mécanismes réellement plus collaboratif, où les personnes se sentent traitées comme intrinsèquement égales, etc. Donc là, je vois une opportunité extraordinaire dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et Laurent Tasquin également, si tu veux conclure de ton point de vue, et peut-être si tu voulais aussi donner quelques conseils de lecture ou quelques pistes pour approfondir, c'est le moment. Merci, merci, c'est sympa. Ben, oui, par rapport aux deux livres que vous avez là, donc celui de droite, c'est la deuxième édition réalisée avec Anne Dietrich. Et donc, c'est le manuel. En fait, à la base, on a publié ce bouquin en 2016 en première édition. C'est un manuel pour nos étudiants. Et puis, il a eu un véritable succès, on est très heureux, mais auprès des professionnels. Et donc, ça montre qu'il y a une attente, un besoin. Et donc, cette deuxième édition de 2020, toute récente, toujours préfacée par Pierre-Yves Gomez, que vous connaissez peut-être, elle apporte aussi des grilles de lecture. Hein. Donc, il y a ces questions concrètes, pratiques, il y a pas mal d'exemples, de cas qui sont donnés. C'est une vision académique, hein, mais appliquée, donc ça ne se dément pas. Mais voilà, ça c'est un petit peu la base. Bon, et on forme nos étudiants à ça. Les cours de GRH sont ces cours de management humain. Et on est heureux d'avoir des formations continues là-dessus. Celui de gauche, c'est le fruit d'une collaboration, d'une co-construction autour du management humain dans le cadre d'une chaire universitaire qui était la chaire Labor, hein, en management humain et transformation du travail. Et donc là, ce sont à chaque fois des chapitres coécrits par des responsables des ressources humaines et des scientifiques. Et donc, voilà, pour moi, je suis très, très, très heureux, très satisfait évidemment de ce travail, parce que ça montre que, vous savez, en fait, on se dit parfois que nous, on est dans les universités, vous êtes les mains dans le cambouis, etc. Mais en fait, on remarque qu'on se pose les mêmes questions et qu'on a des expertises complètement complémentaires pour y répondre et qu'il y a vraiment une fertilisation croisée pertinente pour l'action qui se passe. Et donc voilà, ça c'est un bouquin accessible aux presses universitaires de Louvain voilà, avec des praticiens aussi qui sont appropriés ces propositions et qui disent qu'est-ce qui est wishful thinking et qu'est-ce qui est vraiment concret. Et je trouve ça très chouette et c'est le dialogue qu'on doit avoir et qui alimente aussi nos pratiques, nous, d'académiques. Voilà ce que pour les conseils de lecture et merci de me donner l'opportunité de le faire. Laurent Tasquin et Laurent Ledoux, merci. Et je remercie aussi tous les participants qui ont posé des questions dans le chat ou dans différents, enfin, dans le chat. Ça n'a pas toujours été facile. C'était beaucoup, souvent, des contributions intéressantes, mais j'espère qu'on a essayé quand même d'être le plus interactif possible. Une dernière chose avant de rendre l'antenne, comme on disait avant, c'est juste annoncer notre webinaire suivant qui a lieu le 25 mars. Vous avez peut-être entendu parler du projet de transformation qui a lieu chez Partenaires Professionnels, puisqu'il a gagné le prix HR Award en Belgique il y a 15 jours maintenant, je pense, et il a gagné également le prix du projet le plus innovant, je pense, au Next Gen Summit à Paris en novembre 2020. Donc, c'est justement un projet de transformation en gouvernance collaborative dans une grande organisation avec presque 2000 collaborateurs, en profondeur, avec sur tous les aspects. Et en fait, Jean-Pierre Christians, qui est le responsable le responsable de la transformation chez Partenaires Professionnels, viendra partager avec nous, alors sur un aspect particulier, puisqu'on parlera de l'aspect business model et l'intégration du business model dans la transformation, donc comment on réfléchit à la réorganisation ou l'évolution du cœur de métier d'une entreprise quand justement on fait cette transformation humaine en parallèle, enfin en même temps. Donc, je pense aussi que ça va être très intéressant. Donc, le 25 mars à 11h, et vous pouvez déjà vous inscrire sur le site. Merci à tous pour cet échange et je vous souhaite une
bonne réunion suivante, un bon appétit. Merci. Merci, merci, au revoir. Merci, au revoir.